Donc, vous savez quoi? On s'est renseigné sur l'aspect médical, sociologique, l'histoire, et moi sur tout ce qui est législation. Mais sur certains pays, je me suis principalement focalisée sur la France. Donc, Et sur certains pays, vous avez trouvé quoi comme pays? on va dire que ceux où j'ai vraiment trouvé des textes de loi, il y avait le Royaume-Uni, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Danemark, et les autres, c'était pas très fixe. Alors en fait, c'est pas du tout la même chose dans tous ces pays-là, hein, Oui, puisque les seuls pays où il y a une loi, une assistance active à mourir, un suicide une assistance active à mourir, c'est dans les 3 pays du Benelux, hein, c'est Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. La Suisse, oui, alors là c'est depuis très très longtemps, et eux ils acceptent les gens qui ne sont pas résidents, ils acceptent les étrangers. L'Allemagne c'est très très partiel, la Grande-Bretagne aussi. Et il y a 2 ou 3 États aux États-Unis où il y a aussi quelque chose. Voilà. Mais c'est donc très très... en tout cas, en Europe, les seuls pays où ça ne soit pas limité, c'est une loi comme nous aimerions en avoir une en France, ce sont les 3 pays du Benelux et la Suisse. Voilà. Pour le reste, je ne sais pas ce que vous avez trouvé comme loi, mais c'est pas vraiment ça. Donc voilà, alors la DMD milite depuis 30 ans pour avoir une loi qui permette soit le suicide assisté, soit une aide active à mourir. En Suisse, c'est un suicide assisté, puisque c'est vous qui prenez le médicament ou qui appuyez sur la piqûre, mais il y a quelqu'un qui assiste, donc les médecins n'interviennent pas, sauf pour donner l'ordonnance qui permet de vous donner le produit. Bon. En Belgique, c'est une aide active à mourir, et ce sont les médecins eux-mêmes qui le font, qui interviennent. Voilà. Et en France, je ne sais pas si vous avez vu les lois successives. Donc il y avait la loi dite Leonetti qui avait été votée à l'unanimité. Et que nous trouvions, nous, à la DMD, tout à fait insuffisante, hein, puisqu'elle ne permettait pas d'avoir une sédation profonde qui permette d'en finir. Et elle permettait quelque chose, alors que c'était hypocrite, c'était pas dit, elle permettait quelque chose sans le dire, quoi, voilà. Donc elle avait des failles, et la DMD voulait une loi qui était plus précise que ça. Donc au moment où il y a eu la présidentielle, la DMD a écrit à tous les candidats, dont certains lui ont répondu, donc le président Hollande, candidat Hollande, qui s'était engagé sur cette loi, hein, c'était son engagement numéro 21, et en fait vous avez vu le résultat, hein, la loi de février 2016 qui est une catastrophe, puisqu'elle est plutôt pire qu'avant. Alors tout le monde s'est glorifié, Monsieur Leonetti, encore lui, puisque c'est toujours lui qui a fait les mêmes lois, s'est glorifié que le patient était au centre de tout, etc., ce qui est absolument pas vrai, hein, parce que on met beaucoup l'accent dans cette loi sur le droit au soulagement de la douleur, mais la seule chose qu'il y a, c'est que l'ambiguïté pour la sédation profonde, elle est élevée, mais c'est pas pour ça que c'est mieux, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La loi prévoit, alors que vous avez évoqué les cancers, etc., et tout, quelle que soit la maladie, hein, je veux dire que pour avoir le droit à une sédation profonde et continue, il faut être, c'est la loi qui le dit, hein, en phase terminale avec un pronostic vital engagé à courte échéance. Voilà. Ça veut dire que vous êtes vraiment à bout, que vous souffrez le martyre, etc., et pour qu'on vous fasse quelque chose. Voilà. Alors, auparavant, avec la loi précédente, on pouvait... il y avait un article qui disait qu'un médecin pouvait soulager la douleur et qu'il pouvait le faire au risque de la vie du patient.
de mettre en jeu la vie du patient. Parce qu'effectivement, soulager la douleur, ça veut dire mettre de la morphine et tout. Il y a des moments où ça ne suffit pas, il faut vraiment mettre la dose. Et il y a un moment où la dose, elle est létale. Donc ça, c'était dit, mais c'était jamais fait. Alors en fait, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, les patients ont le droit de refuser tout traitement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter un traitement, vous n'êtes pas obligé d'accepter une opération, etc. Donc ça a été repris aussi. Donc si vous demandez l'arrêt des traitements, vous êtes en traitement, ça veut dire que vous avez l'hydratation et la nutrition artificielle. Vous êtes là avec votre portique. Bon. Vous pouvez demander l'arrêt des traitements. Alors avec la loi d'avant, on vous arrêtait les traitements, mais si vous aviez un cœur solide, vous mettiez 15 jours à mourir. Alors 15 jours à mourir, en mourant de faim et de soif, en ayant des convulsions abominables, etc., c'était vraiment agréable, et pour vous et pour vos parents qui étaient là en train de vous assister. Alors là, on peut demander l'arrêt des traitements aussi, mais c'est pareil, il faut être en phase terminale, avancée ou terminale. Alors que la loi de 2016 avant disait qu'on pouvait obtenir des choses si on était en phase avancée ou terminale. Maintenant, c'est vraiment la phase terminale pour avoir le droit à la sédation profonde et la phase avancée ou terminale pour demander l'arrêt des traitements. Voilà. Donc on en est là, donc on dit qu'il faut, on a droit effectivement à la, on va dire, à être soigné, enfin, effectivement soigner ça ne veut pas dire guérir, et au soulagement de la douleur. Ça c'est soulagement de la douleur, mais le soulagement de la douleur, n'importe qui vous dira que dans les hôpitaux, la morphine, on vous en donne, mais parcimonieusement, quoi, voilà. Donc on en est là, voilà. Donc les gens qui veulent mourir maintenant, eh bien, ils vont en Suisse, ce qui n'est pas évident. Parce que la Suisse, comme les autres pays d'Europe, il n'y a rien, la Suisse reçoit toutes les demandes, donc c'est très long, c'est cher, et il y a des cas quand même où ça vous complique beaucoup les choses, parce que la Suisse demande, et c'est normal, un dossier médical, pour savoir ce que vous avez. Vous devez rencontrer aussi des médecins suisses avec lesquels vous discutez, parce qu'on veut savoir vraiment si vous êtes bien déterminé, si c'est bien votre volonté, etc. etc. Mais il y a des cas où les gens ont des problèmes psychiatriques ou psychologiques, et on leur demande, la Suisse leur demande un certificat médical d'un psychiatre français, le vôtre de préférence. Et les Français, ils veulent pas. Dès qu'ils savent que c'est pour la Suisse, ils veulent surtout pas vous donner un certificat médical. Et on a un cas d'une famille dont le fils voulait aller en Suisse et il était bipolaire, il était soigné. Mais quand ils ont demandé au psychiatre de faire un certificat médical, il a demandé pourquoi, ils l'ont dit et il est allé déposer plainte au commissariat. Voilà. Donc en France, on en est là, avec une loi qui... je vais vous donner Vous la connaissez, la loi? Vous l'avez, le texte de loi? Oui. Bon, moi, je vais vous donner ce qu'on a fait. Voilà. Alors... Là-dedans, on a mis, c'est pour nos adhérents, on a pris la loi et on leur a donné des explications sur les droits relatifs à la personne malade et à la personne en fin de vie. Donc on reprend tous les articles de la loi justement qui sont relatifs au droit, au soulagement de la douleur, etc. etc. Voilà, donc je vous donne ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Vous allez regarder ça. C'est le dernier. Alors vous allez voir que effectivement, ce qui est intéressant, c'est que effectivement droit au refus de tout traitement. Donc voilà, ça c'était déjà dans la loi d'avant, ça il y a rien de nouveau. La seule chose qu'il y a dans la loi, il y a deux choses intéressantes, c'est qu'avant, il n'était pas précisé dans la loi que la nutrition et l'hydratation étaient considérées comme des traitements.
Et dans la nouvelle loi, ils l'ont dit. Et en fait, les sénateurs, quand la loi est passée au Sénat, ils voulaient le supprimer, ça. Ils voulaient pas que ce soit des traitements, ils voulaient que ça soit considéré comme des soins. Effectivement, dans la loi d'avant, c'était pas dit, mais ça a toujours été considéré comme des traitements. Donc, arrêter l'hydratation et la nutrition, on arrête un traitement. Et les sénateurs ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient effectivement pas que les gens puissent arrêter des traitements et mourir. Voilà. Donc ça a été ça. Et dans la nouvelle loi, la seule chose positive aussi qui a été indiquée, c'est que les personnes sous tutelle peuvent faire des directives anticipées sans que le tuteur s'en mêle. Voilà, donc ça c'était pas mal aussi. Donc c'est les deux seules avancées. Alors le droit au soulagement de la douleur, je vous l'ai dit, ils disent que la douleur en toutes circonstances doit être prévenue, prise en compte et traitée. C'est intéressant, c'est parti. Quand vous prenez la loi, lisez-la bien, vous allez voir, ça revient tout le temps là. Un leitmotiv, le soulagement de la douleur et tout. Bon, oui. Alors le droit à la sédation, c'est ça qui est intéressant. Ça dit bien, à la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants. Donc ce que je vous disais, lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement. Il faut souffrir. Alors très souvent dans les hôpitaux, on a eu des adhérents qui nous ont téléphoné en disant « mon mari est à l'hôpital, etc. » Ils demandent l'arrêt des traitements et on me dit « mais il ne souffre pas ». Voilà. Bon, ça, imparable. Alors, lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable, voilà le deuxième cas. Et bon, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, on regarde s'il a fait des directives anticipées, etc., où on demande aux proches ou à la famille. Bon. Alors, qu'est-ce que ça fait, la sédation profonde ? Ça vous endort, en fait. Voilà. Alors, est-ce que vous souffrez ou pas ? Ça, on n'en sait trop rien. Donc, on est censé vous mettre une analgésie pour que vous ne souffriez pas, mais est-ce qu'on la met suffisamment ou pas ? On n'en sait rien, donc on ne sait pas si les gens souffrent. Voilà. Donc, le droit à la sédation, ça on l'a dit. Le droit à la prise en compte des directives anticipées, ça ok. Alors ça aussi, les directives anticipées, auparavant, on en donnait une copie dans son dossier médical. Et en principe, les médecins devaient en prendre connaissance, mais ils n'étaient pas obligés de les appliquer. Bon. Alors maintenant, vous dire, ah là là, il y a une avancée extraordinaire, c'est devenu contraignant pour les médecins. Ils sont obligés de les prendre en compte, oui, sauf que la loi prévoit 3 cas où on ne peut pas les prendre en compte, où on peut ne pas les prendre en compte. Alors comme par hasard, les 3 cas, c'est en cas d'urgence. Ça veut dire que si on vous amène à l'hôpital, que vous avez vous avez écrit que vous ne vouliez pas être réanimé, on vous réanime quand même pour voir ce qui se passe. Donc, on ne tient pas compte de vos directives anticipées, là, en cas d'urgence. Lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées, c'est le médecin qui décide, inapproprié c'est large, ou non conforme à la situation médicale. Donc 3 cas, et là, à chaque fois, c'est le médecin qui décide. Et vous avez eu beau faire vos directives anticipées, on n'en tient pas compte. Voilà, donc on en est là. Et parmi ces 3 cas, la personne de confiance, elle peut intervenir ou, s'il y en a une, alors, la personne de confiance, elle intervient pour demander l'arrêt des traitements. Elle peut demander l'arrêt des traitements, c'est tout. Avant, elle pouvait intervenir davantage. Enfin, de toute façon, la personne de confiance, on l'interroge. On demande la personne de confiance et s'il n'y en a pas ou les proches. Mais elle intervient dans un seul cas. Donc, je trouve la loi.
qu'on les dit là, je ne sais plus, je veux dire l'article de la loi. Voilà, le droit de se faire représenter par une personne de confiance. Excellent. Alors bon, le témoignage de la personne de confiance, effectivement, si ça c'est normal, ça a toujours été comme ça, si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté et qu'elle a fait des DA, donc qu'il y a une personne de confiance dédiée, on interroge la personne de confiance pour être bien sûr. Bon, la tutelle, ça je vous en ai parlé. Et le seul cas, effectivement, avant la personne de confiance pouvait... Ah, non, je vous la loi. Je ne le trouve pas par hasard, je le connais par cœur pourtant. Ah voilà. Je vais mettre ça tout de suite. Je vais trouver l'article, parce que je ne le trouve jamais quand je le cherche. Parce qu'il y a eu le décret aussi. Oui, auparavant, dans la loi de 2006, c'était ça que je voulais vous dire, la personne de confiance pouvait demander la réunion de la commission collégiale pour arrêter les traitements. Et maintenant, il ne peut plus. C'est seul le médecin qui décide d'engager la procédure. C'est pour les directives anticipées. Et l'arrêt des traitements, voilà. Voilà. Pour l'arrêt des traitements, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la personne de confiance peut demander la réunion de la commission collégiale, le début de la procédure pour arrêter les traitements. Mais avant, elle pouvait intervenir pour tout, enfin je veux dire, elle pouvait quand même intervenir, alors que là, elle ne peut intervenir que là. Pour le reste, on lui demande son avis si le patient est inconscient, on lui demande de dire si oui ou non c'était bien sa volonté et tout, mais c'est tout. Donc la personne de confiance ne peut intervenir de façon active que là pour l'arrêt des traitements. Et en ce qui concerne le fait que les directives anticipées ne seront pas prises en compte, seul le médecin peut engager la procédure collégiale. Voilà. Donc, ouais. Même la loi de 2016 qu'on ne trouvait pas terrible, elle était quand même mieux que ça. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? J'avais juste une question, c'est vous y avez un peu répondu, mais lorsque le patient ne possède pas justement toutes les conditions possibles, et quand ces douleurs ne sont pas jugées comme étant suffisantes pour avoir accès aux soins palliatifs, est-ce qu'il peut saisir la justice ou il doit accepter la décision du médecin ? Attendez, les soins palliatifs c'est autre chose. Hein. Oui, je sais. Mais... les soins palliatifs,
la DMD milite aussi pour ça, hein, pour qu'on puisse avoir un accès aux soins palliatifs. Il n'y a que 25% des gens qui ont accès. Hein. Donc non, mais là, non, il n'y a rien à faire. Je veux dire que si on vous dit le patient ne souffre pas, vous n'avez aucune raison de dire, bon alors là, effectivement, la DMD, dans ces cas-là, c'est arrivé, hein, il n'y a pas longtemps, c'était pas moi qui étais à l'écoute, c'était quelqu'un d'autre. La personne a dit, mais enfin, là, il faut faire quelque chose, il souffre, les sédatifs sont pas suffisants, vous n'arrivez pas à soulager la douleur. Non, il ne souffre pas. Hein. Donc, dans ces cas-là, nous, on dit... il y a quelque chose à faire, mais c'est quelque chose avec mettre en cause la direction de l'hôpital, envoyer des lettres recommandées, etc. et tout. Mais on peut pas. J'ai jamais vu personne. Enfin, jusqu'à maintenant, saisir la justice. Vous vous rendez compte du temps que ça prend? La personne est en phase terminale. Vous faites quoi là? Donc, on peut pas intervenir. Non, les gros procès qui sont pas finis d'ailleurs maintenant, c'est l'affaire Lambert, hein, mais Lambert, ça fait des années qu'il est dans un état végétatif, alors tout le monde prend le temps d'aller en justice. Hein. De toute façon, toutes les décisions qui ont été prises dans son cas disent qu'il faut arrêter les traitements, et on les arrête toujours pas. Hein. Ça, c'est parce que sa famille, pas sa femme, puisqu'elle elle le souhaitait, mais la famille a été tellement active, a fait tellement de procès, y compris en cour européenne, etc. Alors même quand on a donné, la justice a dit, il faut effectivement arrêter les traitements, le résultat, c'est que l'hôpital où il est, le médecin chef qui n'est plus le même, qui a été tellement écœuré qu'il a démissionné, hein, le médecin chef qui s'occupait de son cas, le nouveau médecin a dit qu'il ne voulait pas le faire parce que les circonstances étaient pas assez sereines. Voilà, parce que c'était très médiatisé, qu'il y avait des reporters partout et tout. Donc Lambert, il est toujours dans le même état. Voilà. Moi j'avais une question à propos du... vous avez parlé de l'euthanasie active qu'on peut au Benelux. Oui. Vous avez dit que ça coûtait cher, mais en fait on s'est renseigné... Non, c'est en Suisse que ça coûte cher. Ah, pardon, justement en Suisse, ça coûte cher, mais on s'est renseigné, on trouve pas... Combien ça coûte? Enfin, c'est remboursé ou c'est... Ah non, pas du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller en Suisse, hein, parce que ça coûte quand même très très cher. Alors déjà, il y a les voyages, parce qu'il faut rencontrer des médecins suisses, en plus de donner un dossier médical. Il faut payer aussi la cotisation à l'association suisse. Mais après, ça coûte cher, ça coûte le minimum, c'est 10 000 €, quoi. Mais après, ça peut être plus. Hein. Ça peut être plus. Et puis pour les gens qui ont du mal à se déplacer, il faut faire venir une ambulance, etc. Tout ça, ça coûte cher. Hein. Ça risque pas d'être remboursé si en France, vous risquez plutôt d'être poursuivi pour non-assistance en personne en danger si vous accompagnez quelqu'un en Suisse. Enfin bon, ça c'est autre chose. C'est arrivé, hein. Je veux dire que si vous accompagnez quelqu'un qui va en Suisse, il n'y a rien de spécial, sauf s'il y a quelqu'un de l'entourage qui a déposé plainte. C'est arrivé. Hein. Puis je vous dis, là, les adhérents que j'ai eus au téléphone à plusieurs reprises, la famille que j'ai eue, là, le psychiatre a déposé plainte. Donc eux, ils ne pouvaient plus accompagner leur fils en Suisse, ils auraient été poursuivis. Hein. Mais le psychiatre, dans ce cas-là, le psychiatre a le droit de déposer plainte pour une famille qui ne le concerne pas, même si c'est... Écoutez, moi j'ai été étonnée, hein, parce qu'il y a quand même des règles de déontologie, le secret médical, etc. et tout. Hein. Bon. Voilà. Et on ne peut pas punir quelqu'un pour le secret médical qui l'a rompu? Ça, c'est les parents qui peuvent déposer plainte auprès du Conseil de l'ordre, de l'ordre des médecins. Hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des cas où dans l'entourage, par exemple, de quelqu'un qui veut aller mourir en Suisse, tout le monde n'est pas d'accord. Si quelqu'un n'est pas d'accord et qu'il va au commissariat et qu'il va déposer plainte, voilà, c'est ce que vous faites. Alors la personne peut y aller, si elle est en état d'y aller seule, mais il vaut mieux pas l'accompagner, quoi. Voilà. Tant que vous n'avez pas fait un acte, si vous restez en France et puis qu'elle y va, on peut rien vous dire. Hein. Mais voilà. Sauf dans le cas de ces gens-là, parce que leur fils était quand même bipolaire et le psychiatre, lui, il avait dit qu'il était...
que c'était un abus de faiblesse de la part des parents qui voulaient pousser leur fils à se suicider, etc., parce qu'il n'avait pas vraiment tout son discernement. Enfin, vous voyez, on rentre dans des trucs comme ça. Enfin, voilà. Ça, c'est un cas très, 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 très particulier. Enfin, c'est vrai que, de toute façon, pour aller en Suisse, il faut être en état, comme je vous l'ai dit, de prendre le remède soi-même. Ou d'appuyer soi-même sur la seringue. Hein. Si vous êtes, j'ai eu un adhérent qui m'a téléphoné une fois, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui avait eu plein d'activités, puis il a eu un accident vasculaire cérébral, il s'est retrouvé tétraplégique, donc il ne pouvait plus se servir de ses mains, et quand il téléphonait, son téléphone était commandé à la voix, son ordinateur était commandé à la voix, etc., etc. Et il m'avait dit, j'habite la Savoie, c'est pas loin de la Suisse et tout, est-ce que je peux faire venir une ambulance pour aller en Suisse et tout? Je lui ai dit non, parce que vous pouvez pas, vous n'êtes pas en état de prendre le verre et de boire, ou de... Voilà. Donc il a rien pu faire là maintenant. C'est un autre sujet, mais c'est plutôt sur les soins palliatifs, puisqu'en France, c'est la seule chose qu'il y a. Je voulais savoir si le projet de Marisol Touraine, qu'elle a annoncé récemment, sur le fait de rendre un peu plus public les soins palliatifs, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose ou... Les rendre plus publics, plus accessibles. Plus accessibles, ouais. Il faudrait, c'est-à-dire que ça ne changera rien pour ça, parce que les soins palliatifs, bon, mais au moins que les gens puissent faire un choix. Si vous voulez, ce que voudrait la DMD, c'est que le patient puisse prendre son destin en main, hein, sa vie en main. Donc que ce soit le patient qui décide de ce qu'il veut faire de sa vie. Donc il y a des gens, moi j'en ai connu dans mon entourage amical, qui préfèrent les soins palliatifs, qui préfèrent terminer comme ça. Encore faut-il pouvoir avoir une place en soins palliatifs. Et puis vous avez à Paris, il n'y a que 2 endroits qui sont vraiment très bien pour les soins palliatifs. Alors il y a des demandes extraordinaires, mais quand on pense que les gens sont vraiment en fin de vie, quand ils demandent ça, si vous avez 3 ans d'attente, voilà quoi. Donc, mais les soins palliatifs, on vous accompagne en soulageant au maximum la douleur, voilà, et en s'occupant de vous. Mais en principe, on ne fait rien de plus. Maintenant, on va voir ce qui... voilà. Et ça, c'est un peu plus sur la DMD, et on comprendrait que vous ne pourriez pas répondre, mais est-ce que vous avez souvent des adhérents qui vous appellent pour des cas de cancer et qui ne connaissent pas forcément la loi française, et donc du coup ils pensent qu'on peut se faire euthanasier en France? Il y en a beaucoup qui en plein, tous les jours, hein, on a des gens qui nous appellent en disant voilà, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai la maladie de Charcot, vous savez ce que c'est abominable, j'ai un cancer, j'ai une tumeur au cerveau, etc. Expliquez-moi comment je peux en finir. Puis on leur dit voilà, en France, c'est pas possible. C'est tous les jours qu'on a des demandes comme ça. Il y a encore pas mal de gens qui savent pas qu'en France on peut pas. Et donc la DMD, elle milite pour que ça soit possible en France aujourd'hui ? Bah oui, ça fait 30 ans qu'on milite pour avoir une loi, je vous ai dit, soit un droit au suicide assisté, soit un droit à une assistance active à mourir. Et l'association, elle a beaucoup d'impact ou pas sur la loi? Parce que vous êtes écoutés ou... Écoutez, on a cru pendant un moment, on a quand même fait des sondages qui disent que 92% des Français, toutes opinions confondues, toutes religions confondues, etc., voudraient cette loi. Hein. Donc la DMD milite depuis, et en 2011, c'était en 2009, c'était Roselyne Bachelot qui était ministre de la Santé, c'était Manuel Valls qui a été rapporteur de la loi justement. Un projet de loi a été présenté qui a été fait par des parlementaires adhérents de la DMD et en accord avec la DMD. Et ce projet de loi a été présenté et il a été assez proche de passer à l'Assemblée nationale. Hein. Il n'est pas passé. Et 2 ans après, quand on a recommencé, en 2011, alors là, il n'y a rien eu à faire. Bon, le Sénat, de toute façon, les sénateurs étaient complètement contre, et même les parlementaires. Donc,
Voilà. Donc ça a été donc l'ADMD a continué de militer, et je dis quand les candidats ont répondu et que Hollande avait dit que lui oui il s'engageait, on a quand même cru qu'on allait y arriver, hein. Donc à partir de là quand même, je veux dire enfin moi quand j'ai adhéré à l'ADMD, c'était il y a 10 ans. On n'en parlait pas beaucoup, hein, de l'euthanasie, ni dans la presse, ni dans les médias, enfin dans aucun média, ni la presse, ni la radio, ni la télé. Et depuis que le président Romero a pris en charge l'ADMD, ça a été très médiatisé. Dans toute la presse écrite, on voyait quand il avait fait des interventions, enfin il est passé à la télé, il a été interviewé à la radio, etc. et tout. On en parlait beaucoup de l'ADMD, on parlait des sondages, et puis là, de toute façon, on a vraiment cru que là on allait y arriver, mais malheureusement à chaque fois que la loi de 2006, enfin qui est dite loi Leonetti, hein, qui avait été faite par le docteur Leonetti, à chaque fois qu'un dirigeant, enfin qu'un président a voulu la réévaluer, comme par hasard, qui est-ce qu'on a nommé à la tête de la commission pour réévaluer cette loi? C'était le docteur Leonetti. Alors lui-même, il trouvait sa loi formidable, il n'allait pas dire qu'il fallait la modifier, hein, donc voilà. Et quand le président Hollande a dit qu'il allait faire quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé une commission qui était le docteur Leonetti et un député PS qui s'est bien fait avoir par Leonetti, quoi, qui a souscrit à tout ce qu'il lui disait. Donc ils ont accouché de la loi de février 2016 qui est pas mieux que celle d'avant, hein, voilà, plutôt pire. Donc de toute façon, alors quand même il y avait eu un jury, une commission citoyenne qui avait été nommée sous le gouvernement Hollande pour aller interroger des gens dans les régions, dans les départements, et voir ce que les gens pensaient. Et cette commission est revenue avec comme résultat la même chose que les sondages, c'est que les gens étaient tout à fait favorables à une loi française sur l'euthanasie. Voilà. Alors on fait la différence, hein, j'ai employé des termes, j'ai dit suicide assisté ou aide active à mourir. Hein. L'aide active à mourir, c'est quand quelqu'un vous le fait, le corps médical, etc., qu'on fait une piqûre. Le suicide assisté, c'est ce qui se passe en Suisse, on vous prescrit le produit et vous le prenez. Voilà. Donc on voudrait bien en arriver là, malheureusement. Alors en Belgique, ils sont quand même très très en avance sur nous, hein, parce que en plus on peut l'évaluer, la loi, hein, parce qu'elle existe quand même depuis plus de 10 ans. Et on voit bien les résultats, parce qu'en Belgique, ils ont quand même une commission, hein, qui intervient après pour voir si tout a été fait suivant les règles, suivant la loi. Chaque dossier fait l'objet d'une enquête. Hein. Donc des dérives, il y a un très faible pourcentage de dérives, mais qui n'ont pas été faites par des gens, ce sont des gens non autorisés. C'est-à-dire c'est pas des médecins, c'est pas, etc. Voilà, donc c'est toutes les dérives qu'ils ont. Donc on peut quand même juger la loi. Alors la seule chose qu'il y a, c'est que eux, ce sont les médecins qui le font, qui interviennent. Donc on a souvent eu à la DMD, on a fait venir des médecins belges qui ont expliqué, dans le journal de la DMD, on a donné leur témoignage de ça. C'est très dur, hein. Moi je suis pas sûre que les médecins français soit prêt à faire ça, hein. Donc, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'ils prescrivent, quoi, au moins le produit, et que voilà. Mais c'est vrai qu'en Belgique, ce sont les médecins, et on peut se demander. Bon, alors ils ont le droit, hein, de dire qu'ils ne veulent pas et de passer ça à un confrère. Enfin, moi je trouve que pour un médecin, effectivement, eux ils sont quand même très très en avance, hein, un médecin français qui est vraiment prêt à le faire de cette façon-là, je veux dire, c'est pas encore fait. Mais enfin bon, ce qu'on aimerait bien, c'est avancer, quoi. Donc là, c'est mal barré. Alors si on va avoir une nouvelle présidentielle, donc je ne sais pas si vous avez vu les déclarations des divers candidats, à mon avis, on n'est pas près d'avoir la loi. Hein. Parce qu'un candidat comme François Fillon, qui a bien dit nettement qu'il était catholique, etc., qui ne voulait pas tout ça, déjà il veut presque remettre en question l'avortement. Alors là, on n'est pas près d'arriver. Hein. Et la clause de conscience dont vous avez parlé là pour la Belgique, elle est aussi en Suisse?
Enfin, je suppose qu'elle est dans tous les... En Suisse, ils prescrivent simplement, donc Oui, ça, il n'y a pas de problème. Et Et nous, dans la loi qui avait été présentée en France, enfin la loi que nous souhaitions, on l'avait mise, la clause de conscience. Hein. Il y avait les médecins avaient le droit de dire qu'ils ne voulaient pas. Quoi. Donc voilà, c'est... Enfin, pour le cas où il fallait bon, parce qu'effectivement, l'aide active à mourir, elle est en France, on la voulait, c'est ce qu'on appelle l'euthanasie, c'est quand vous êtes vraiment à l'hôpital, et puis que vous ne pouvez plus rien faire, qu'on vous le fasse, quoi. Voilà. Mais ça, on avait effectivement mis une clause de conscience, ce qui me paraît logique quand même. Mais je sais pas, on a encore un projet de loi qu'on avait fait qui était là, où on prévoyait tous les cas, etc. Bon. Donc moi je pense qu'on n'est pas prêt d'en sortir et c'est dramatique parce que nous, ici à l'écoute, je vous assure que les cas qu'on reçoit tous les jours par téléphone, ce sont des cas vraiment durs. Hein. Et pour les familles, c'est abominable. Quoi. Et dans le projet de loi que vous aviez prévu, vous avez vraiment montré vous avez vraiment souhaité les aspects, si on peut dire ça comme ça, du suicide assisté et de l'assistance active, ou aussi de l'euthanasie passive et active, oui. Seulement Oui. de tout. Oui. D'accord. Le suicide assisté, c'est je sais que j'ai un cancer, voilà. J'ai pas envie de faire des chimiothérapies, etc. Bon, je sais que même si je l'ai fait, il va me rester, on peut évaluer, hein, n'importe quel médecin vous donnera quand même une fourchette large en disant je vous annonce que vous avez telle forme de cancer, vous en avez pour tant de temps, voilà. De 6 mois à 1 an, voilà, on va dire, ou de 3 mois à 1 an. Bon. Alors vous posez la question, vous dites, si vous êtes, vous dites, mais à partir de quel moment j'aurai une vie vraiment qui sera plus digne d'être vécue, à partir de quel moment je souffrirai trop, à partir de quel moment je serai plus autonome. Bon, on sait qu'à partir de tel moment, voilà. Donc, ce que les gens souhaitent, c'est de se dire, bon, si je sais que j'ai un cancer de cette sorte, moi, j'ai pas envie, donc je sais que j'aurai une vie encore digne d'être vécue pendant 6 mois, et je veux pouvoir, après, en terminer et pas être dans un état abominable où la vie n'aura plus aucune signification pour moi. Voilà, c'est ça qu'on voudrait. Et vous avez la plupart des gens, les adhérents de la DMD qui partent en Suisse, on sait, on parle, quand ils nous disent qu'ils ont décidé d'y aller, que c'est prêt, etc., ils nous disent pourquoi. Moi, j'ai eu au téléphone une adhérente qui a eu un cancer du sein il y a des années, il y a au moins 12 ans. Elle a récidivé à plusieurs reprises, après elle a eu des métastases partout. Bon, là, elle en était au point où elle sentait qu'elle allait devenir grabataire, qu'elle pourrait plus se lever, qu'elle pouvait plus bouger, enfin la vie avait vraiment plus aucun sens, quoi. Et elle a dit, moi, voilà, maintenant, j'ai tenu le plus longtemps possible, ne serait-ce que pour ma famille et tout, mais maintenant, moi, la vie, je veux pas vivre comme ça, je veux pas vivre c'est quoi la vie, quel sens a la vie, quoi. C'est vous qui décidez du sens que vous donnez à votre vie, c'est quoi la vie pour vous, hein. Donc, elle est partie en Suisse. Et sa famille l'a accompagnée, et ils étaient quand même... ils trouvaient que pour elle, c'était quand même ce qu'il y avait de mieux, quoi. Parce que c'est affreux de voir des gens... les gens qui sont sous hydratation et nutrition artificielle, le problème c'est que d'abord ils sont couchés, ils sont là, ils peuvent rien faire, etc. Et en plus ils souffrent, hein, parce que de toute manière, comme je vous l'ai dit, les traitements pour soulager la douleur, ils sont jamais suffisants, hein, sauf à aller jusqu'au bout et à en faire voilà. Mais c'est prévu, hein, je vous dis, c'est prévu. Ça, même la loi précédente le prévoyait, le médecin peut soulager la douleur, même au risque de mettre la vie du patient en danger. Mais il y a combien de cas où ils le font? Et vous avez fait un sondage, la DMD a fait un sondage auprès du corps médical pour avoir leur avis justement sur la loi que vous avez proposée? Alors, il y a un certain nombre de médecins
Il y en a pas mal de médecins qui seraient d'accord pour une loi comme ça. Ça, il n'y a pas que la DMD qui a fait des sondages, il y a des gens qui... Il y a eu pas mal de choses. Donc les médecins, de plus en plus de médecins seraient d'accord. Bon, là, ils ne veulent pas prendre le risque d'être poursuivis en justice, donc ils ne le font pas, mais eux, ils seraient d'accord s'il y avait la loi. Il y a pas mal de médecins quand même, enfin bon... Il y a eu jusqu'à maintenant un certain nombre de médecins quand même qui discrètement le faisaient pour leurs patients. Ben, il y en a de moins en moins parce que maintenant ils ont des risques de poursuite. Voilà, c'est là le problème. Alors nous on a pas mal de... Alors c'est injuste. C'est très injuste parce que moi j'ai pas mal d'adhérents qui appellent en disant écoutez c'est quand même pas juste, regardez on entend à la télévision, on entend les vedettes du showbiz, on entend des gens connus etc. qui vous disent ah ben moi je suis tranquille, je sais que mon médecin le fera etc. et tout, ils ont des réseaux ces gens-là. Bon, Guy Bedos, il s'en est pas caché, il a dit que son médecin, il a dit, il est dans notre comité de soutien, Guy Bedos. Hein. Donc, il a dit que son médecin était d'accord. Bon, bah, donc il est tranquille. Bon, vous avez des gens qui l'ont carrément dit, qui ont dit à la télévision, moi, ma mère, etc. Bon, bah, elle est partie comme ça. Ils ont des réseaux. Et moi, je suis en train de me dire que si nos sénateurs, en particulier, qui sont tellement opposés à ça, ils se disent peut-être que eux, de toute façon, ils pourront s'ils veulent. Hein. Et je trouve ça abominablement injuste. Ça, c'est sûr qu'un homme politique, s'il veut partir comme ça, il partira comme ça. Hein. Mais bon, voilà. Et le reste de la population, ben non, il faut qu'elle souffre. Je trouve que c'est une injustice criante, quoi. Moi, j'ai des gens qui me téléphonent en disant mais regardez, parce qu'on a aussi Noël Châtelet dans notre comité de soutien, qui est donc la sœur de Lionel Jospin, et elle a écrit un bouquin qui s'appelle La dernière leçon, parce que leur mère a décidé, quand elle avait plus de 90 ans, qu'elle voulait, pendant qu'elle était encore bien, qu'elle voulait mettre fin à ses jours, qu'elle ne voulait pas tomber. Bon. Et elle avait donc réuni ses enfants pour leur expliquer ce qu'elle voulait faire. Bon, alors c'était sa volonté. Ils l'ont pris comme ça, mais enfin bon, elle a pris toutes ses dispositions tranquillement et tout. Bon, mais elle l'avait quand même le produit. Hein. Alors comment elle l'a eu? Elle avait été sage-femme, elle connaissait plein de gens, elle était bien connue dans le milieu médical. Elle l'a fait, bon, tout le monde le sait puisque sa fille a écrit un bouquin là-dessus. Moi, j'ai des adhérents qui me disent pourquoi est-ce que Madame Jospin a pu le faire et moi pas? Voilà. C'est QFD. Puis alors vous avez aussi les gens qui vont sur Internet. Hein. Moi j'en ai combien qui me disent je vais aller sur Internet, je leur dis surtout faites pas ça parce que les produits, on va vous envoyer un produit qui sera pas ça, puis vous allez vous retrouver paralysé, c'est ça que vous voulez? Bon. Il y a du trafic de... Sur Internet, c'est évident. C'est évident. Donc vous avez des gens qui croient qu'en allant sur Internet, ils auront le produit, le vrai produit. Bon, vous avez aussi ce produit-là, ça c'est connu aussi, les vétérinaires l'utilisent pour euthanasier les animaux. Bon, et les vétérinaires, ils sont extrêmement surveillés, mais il y en a beaucoup. Enfin, moi j'ai un neveu qui est vétérinaire, je lui en ai parlé, il m'a dit il y a pas mal de vétos qui se sont suicidés parce qu'ils avaient le produit, n'empêche qu'ils sont vachement surveillés maintenant. Hein. Et même les médecins anesthésistes dans les hôpitaux, ils n'ont pas facilement accès aux produits, hein. Faut pas croire. Donc voilà, on en est là. Alors si vous avez une maladie très invalidante, certains cancers, la maladie de Charcot, toutes ces maladies-là qui sont abominables, voilà. D'accord. Il faut supporter, il faut subir. Ce qui n'est pas évident. Et ce qu'il y a surtout, nous on a des gens qui nous téléphonent en disant je veux adhérer.
parce que j'ai vu mourir mon père ou ma mère. Il y a plein de gens qui vous disent ça dans des conditions abominables. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Voilà. Ils adhèrent pour militer, quoi, parce que c'est ce qu'on fait, on milite. Mais bon, si vous voulez, il y a quand même des lobbies qui sont extrêmement puissants en France. Et la DMD, avec ses 68 000 adhérents, quand on fait des manifs, on n'a pas le nombre de personnes à mettre dans la rue, on n'a pas les dizaines de milliers de personnes à mettre dans la rue, comme par exemple la manif pour tous. Et malheureusement, vous avez des lobbies, nos hommes politiques sont extrêmement, on va dire, responsive, comme on dit en anglais, au lobby. Voilà, donc alors on a aussi à la DMD, on intervient dans la presse, dans tous les médias, on a nos délégués dans les arrondissements ou dans les provinces qui font des réunions, des débats, etc., qui donnent des tracts sur les marchés, etc. Les gens sont quand même au courant. On a à l'ADN des jeunes, on a des jeunes qui sillonnent la France l'été sur les plages, etc., pour parler de la DMD, etc. et tout. Donc les gens maintenant, ils savent ce que c'est, ils savent que y a des gens qui militent pour essayer de faire changer la loi, mais bon, ben voilà. Et maintenant, c'est catastrophique parce que les gens se découragent. En voyant, ça fait 30 ans, nous, qu'on essaye de faire ça. Voilà. Vous allez faire un travail là-dessus ? Oui, on a déjà un site internet avec toutes nos recherches. Et après, sinon, oui, on va le présenter sous forme de journal, enfin de chronique télévisée devant un jury à l'école. Donc voilà. Très bien. Et vous êtes, il y a que vous trois là dans la classe ? Oui, et on s'est répartis chacune notre travail. Donc comme on l'a dit au début, partie tout ce qui est loi, tout ce qui est sociologie, histoire, religion, et moi toute la partie scientifique, donc l'euthanasie, le cancer, les définitions et les termes. Alors, vous avez essayé d'interroger des médecins, non ? Oui. Justement, on a rendez-vous avec un médecin la semaine prochaine. Parce qu'en fait, on a été à l'hôpital américain de... Oui, à Neuilly, oui. Et on a parlé avec une secrétaire médicale qui nous a donné un rendez-vous avec un médecin et on le voit la semaine prochaine. À l'hôpital Jeanne C'est Garnier. Intéressant. Oui, elle nous a parlé aussi de l'hôpital Jeanne Garnier, pardon. Elle a dit qu'ils étaient spécialisés dans les soins palliatifs. Et du coup, on a pris contact avec eux aussi. Oui, bien sûr. Bon, elle est connue, il n'y a pas de problème. Donc, non, c'est bien. Parce que ça sera intéressant de voir ce que ce médecin va vous dire, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Donc, ça y va. Bon, elle nous a juste dit qu'il était spécialisé sur tout ce qui était euthanasie et soins palliatifs. Mais moi, de toute façon, on va lui poser aussi des questions. Donc, puis il y aura aussi un enregistrement qu'on mettra sur le site. Alors, voilà. Demandez-lui ce que c'est que la sédation profonde. Puisque c'est ce que je prévois la loi. Mais demandez-lui ce que ça produit comme effet, demandez-lui si on met des analgésiques, vraiment, etc. Posez-lui vraiment la question de façon précise là-dessus. C'est ça qui est important. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, j'espère que je vous ai aidé. Vous avez déjà été aussi sur le site de la DMD.